Alors je vous propose maintenant de regarder, un volet classique, avec un autre regard. Le volet classique, c'est bien entendu, tout ce qu'on met, chaque année, sous le thème de géopolitique, plus précisément sur les rapports entre géopolitique et cyber. Alors cette intervention se situe dans un continuum, puisqu'on a commencé à parler de ce sujet en 2015. C'est donc la 7e année qu'on va parler de géopolitique et de cyber. Petit retour sur l'année dernière, une année un peu particulière où en 2020, on avait mis, en évidence que la France s'était fait épingler par, Graphica, Report et l'occlusif vous en parlait déjà, dans un dossier qui s'appelle, More Troll Combat. C'est donc en fait le document fondateur de Graphica, Reports, pour nous, qui souligne les affrontements informationnels ici entre la France et la Russie, sur fond d'intervention dans le monde réel, hein, en Afrique subsaharienne, où globalement, par les réseaux sociaux, des Français dénoncent ou trollent, le mot est important, des Russes. C'était bien vu puisque c'est un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur et qui est monté en puissance, en 2021 puisque le 20 octobre 2021, la ministre des Armées, Florence Parly, annonce, le projet, la mise en place de la lutte, informatique d'influence, L2I, pour la France. Alors, je vous propose de regarder un petit peu sur, Google comment cela se présente aujourd'hui. Donc une requête, on trouve évidemment en haut des réponses, le document, officiel. Si on continue, ben, on voit une, 1re vidéo, française et puis ce qui est intéressant, c'est que si on va un peu plus loin, on voit, bah, des vidéos, russes qui sont, bien présentes, qui datent d'un mois, puisqu'elles sont datées de mi-novembre 2021, qui sont visiblement, en réaction et très bien, optimisées pour apparaître dans le fil de recherche. Bah, on est dans la lutte informatique informationnelle, bah, regardons ces vidéos, regardons les 15 premières secondes de ces vidéos pour voir un peu ce qui se passe. On peut imaginer des choses très percutantes, hein, puisqu'on est dans l'information, la plus forte. Alors, bah, voilà, on est sur les 15 premières secondes, de la, vidéo, du ministère, français. Bah, c'est malheureusement, pas très percutant puisque, bon, je vais pas vous, cacher le suspense plus longtemps, il se passe rien du tout pendant les 15 premières secondes. Pourquoi ne pas avoir mieux calé, mieux calibré la vidéo publiée? Bah, experts de la lutte informationnelle, regardons un peu ce que font les Russes pendant ces 15 premières secondes. Alors, on a, une journaliste, Katia Pechnik, qui est dans un endroit non nommé, mais que les spécialistes reconnaîtront, forcément avec le grand bâtiment, à droite et puis, subliminalement, on a aussi quelques messages, qui sont, envoyés. Donc c'est une interprétation vraiment personnelle du sujet, mais quand on connaît un peu l'actualité parisienne, politique, autour des mouvements comme Saccage Paris, par exemple, on voit tout de suite que là, on est dans un environnement parisien. On a les pieds d'arbres, on a les scooters sur les trottoirs, on a les stickers sur le mobilier urbain. Et puis dans la vidéo, dans les 15 premières secondes, on a une trottinette électrique qui déboule, disons quasiment volontairement dans le champ, très vite. À 6 secondes, on a un vélo qui arrive, en sens inverse et puis, un peu plus tard, quelques secondes, à 10 secondes derrière, on a un deuxième vélo, qui arrive, en sens inverse. Donc on peut penser bien sûr que c'est la vraie vie, que c'est comme ça à Paris, que c'est le hasard, mais c'est toujours, un autre regard qui permet de se poser la question, sans apporter la réponse. Si je continue, ben, la vidéo, reprend une présentation classique, au détail près que la loi est systématiquement, écorchée. Elle s'appelle L21 et jamais L2I. Est-ce volontaire ou pas? Je ne sais pas. Et puis, ben, incontournable, la France, s'est faite, épingler par, Graphica Reports. Je vous laisse juger du ton. C'est, assez enjoué, c'est très direct, on peut dire qu'on en prend, déjà un peu pour notre grade. Et puis, bien sûr, hein, on souligne que, la France, elle, ne s'engagera en rien, pour, nuire, à un éventuel processus électoral. Bon, les élections, je pense que ça vous rappelle des choses, hein, en lien avec la Russie, on en a parlé ici, bien évidemment, inclusif, en 2018 pour le Panorama 2017. On a, un rappel du droit, du contexte légal et puis des aspects capacitaires, dont le budget, donc c'est effectivement beaucoup d'argent. Et puis une conclusion qui est assez forte, troller, sur un ton très humoristique et très enjoué, troller, évidemment, c'est un sport de riche.
Alors cette, confrontation cyber, France-Russie, bah, c'est une vieille histoire, hein, on la suivra en 2022 évidemment pour l'élection présidentielle, mais c'est surtout une histoire qui perdure, hein, puisque, on a aujourd'hui une, contre-attaque judiciaire. Le judiciaire, le juridique est aussi utilisé de RT, Russia Today, contre des journalistes français et puis on a un front, permanent dénoncé, notamment par l'ANSSI avec, l'ombre de Nobelium, avec des révélations, importantes et bien structurées en décembre, assez récente. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, beaucoup d'actualités. Le 6 janvier 2021, de l'huile sur le feu jetée grâce aux réseaux sociaux, hein, principalement par Donald Trump. Bilan, la police annonce un bilan assez important avec 52 interpellations, des interpellations au sein même du Capitole et puis malheureusement des morts, hein, 4 manifestants et un policier qui sera déclaré mort 24 heures plus tard. Donc un fait majeur. Je vous propose de le regarder avec là aussi un autre regard sur les faits et sur le prisme réseaux sociaux et cyber. On a eu une utilisation massive des plateformes numériques en tout genre par les assaillants pour poster des photos, des vidéos, des commentaires en direct avec un volume exceptionnel. On a aussi évidemment eu une intrusion physique dans les locaux, avec d'un point de vue cyber, on en a parlé à un moment, le risque de pose de matériel d'écoute par exemple, espion, ou le vol de portable, ce qui aurait pu être le cas puisqu'on a eu une intrusion jusque sur le bureau de Nancy Pelosi, hein, bien avéré par les photos. Donc tout ça, ça a généré évidemment beaucoup de données sur les réseaux sociaux, des vidéos, mais aussi des données GPS, des triangulations qui sont très intéressantes, qui ont été utilisées pour des enquêtes journalistiques privées, mais aussi évidemment massivement par les forces de police, le FBI après. Alors un exemple, on a cette jeune femme, Riley Williams, qui a été identifiée comme étant une meneuse à un moment donné au sein même du Capitole en haranguant la foule et en la dirigeant très précisément. Une enquête citoyenne a permis à des journalistes de retrouver la mère de cette personne qui a parlé longuement sur le contexte de sa fille, les événements. Ça a généré un reportage complet publié sur YouTube qui a été repris très directement et très rapidement par le FBI comme élément d'accusation vraiment fondateur. Et de fait, entre journalistes et citoyens, il y a toute une enquête qui a été faite sur la vie passée de cette jeune femme, qui est donc assez claire aujourd'hui, avec ses sympathies, et également une vision assez surprenante de cet affrontement du 6 janvier, comme un jeu vidéo entre deux camps, avec Commander One, Commander Two. Mais si on regarde le détail, et tout ça est évidemment en source ouverte, hein, si on regarde le détail, on voit qu'on a jusqu'à des drapeaux, des croix gammées, des drapeaux nazis, et donc une revendication extrêmement surprenante, en tout cas vue d'un œil, un regard européen. Ceci dit, tout ça, bah, ça a bien été utilisé évidemment, puisqu'aujourd'hui, à la date du 28 décembre, on avait 702 arrestations qui ont été faites par les services de police, la plupart illustrées par les images de l'assaut, faites et diffusées par ces mêmes assaillants. Donc voilà, on ne parle pas de caméras de vidéosurveillance, hein, on parle de publications volontaires. On a bien entendu le célèbre Jack Angeli, l'homme à cornes, son acolyte, son jeune acolyte barbu. On a le célèbre Bigot qui a été jusqu'à mettre les pieds sur le bureau. Et puis on a encore des arrestations en cours, en continu, avec ce site qui recense en permanence l'évolution des arrestations et les fiches d'accusation des personnes. Et puis on a eu une première, on a eu une suspension permanente du compte du président américain Trump. Une analyse lexicale a été menée simplement par Twitter, en violation des conditions générales d'utilisation pour glorification de la violence. Alors c'est une première qui a amené beaucoup de débats sur la régulation du débat public avec une prise de position rapide en janvier 2021 du ministre du numérique français Cédric O, qui s'insurge sur bon, les questions effectivement de prophylaxie d'urgence qui nécessitaient peut-être de couper ce fil Twitter, mais qui n'en pose pas moins des questions fondamentales, puisque évidemment la régulation du débat public par les principaux réseaux sociaux ne peut pas se faire uniquement sur la base des conditions générales d'utilisation, alors qu'ils sont devenus des véritables espaces publics d'expression et qui rassemblent des milliards de citoyens sur leur usage. Donc d'un point de vue démocratique, c'est effectivement un peu court.
Et puis une contre-attaque évidemment de Donald Trump, puisque en octobre 2021, il exprime le fait que la plateforme exerce un pouvoir de contrôle excessif. Il rappelle que même en Afghanistan, les talibans peuvent tweeter, alors que lui ne peut pas le faire. Donc Twitter n'a pas répondu à cette assertion. Et puis il y a effectivement d'autres sujets autour de l'assaut du Capitole qui sont vraiment juridiques et qui englobent bien plus largement que les réseaux sociaux. Alors de l'autre côté, si on voyage un peu, on a aussi un epic troll, Halo le 64 411. En juillet, 2021, il y a eu une grosse difficulté posée, en Iran, puisqu'on a eu un détournement, d'affichage, en gare et quelques systèmes, menacés d'effacement par un Viper, avec tous le message, «Contactez le 64 411», qui se trouve être, le numéro de téléphone du standard du guide suprême iranien. Donc, effectivement, on peut parler là de troll assez important, qui a redémarré avec une autre attaque sur les pompes à essence, avec les mêmes revendications, y compris sur des panneaux d'affichage autoroutiers détournés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'attribution est floue, il n'y a pas vraiment de volontarisme derrière, mais on peut noter quand même que les journaux israéliens soulignent que ces opérations sont liées aux oppositions US-Iran. Donc quelque part, les Israéliens nous laissent penser que c'est les Américains qui attaquent l'Iran. Bon, je vous laisse voir si c'est ce qu'il faut penser ou au contraire regarder du côté d'Israël. On est habitué à un regard classique sur les APT, hein, c'est plutôt ça. Une société américaine qui en l'occurrence est une start-up, anciennement historiquement financée par In-Q-Tel. In-Q-Tel, c'est le fonds cyber de la NSA, donc c'est pas neutre hein, dans l'histoire, qui dénonce aux quatre coins du monde des APT divers et variés. Donc c'est aussi significatif de l'emprise sur ces technologies et de la capacité qui est derrière. Mais avec un autre regard, on peut trouver maintenant de plus en plus d'autres publications. Bon, plus difficile à lire, ça je vous le concède, mais il y a de plus en plus de publications chinoises qui sont poussées jusqu'à nous et on voit par exemple les règles de nommage. Alors, bah, voilà, le groupe de hacking de la CIA s'appelle APT-C39. C'est intéressant de faire le pendant avec tout ce qu'on connaît historiquement APT-1 dès 2013 qui correspondait aux unités de l'armée de libération populaire cyber chinoise attaquant les États-Unis. Et puis, ben, la France aussi existe dans ces listes d'APT. Donc voilà, SIG-20, c'est la dénomination des capacités cyberoffensives de la France. A priori employée depuis 2013, donc connue depuis les révélations de Snowden, peu ou prou. Alors tout n'est pas toujours aussi clair, puisqu'on a par exemple ici une analyse hongroise très pointue qui a été faite sur les leaks Shadow Brokers, donc vraisemblablement liés à la NSA, et on trouve des groupes SIG-8, SIG-35 et SIG-36 qui sont responsables d'attaques type Stuxnet. Donc a priori, c'est plutôt des groupes américains, mais qui étaient tellement secrets qu'ils auraient été eux-mêmes suivis comme des APT inconnus par d'autres groupes de surveillance américains. Bon, c'est un petit peu confus. Je resterai sur cette interrogation, mais en attendant quand même de savoir si cette nouvelle doctrine ne va pas poser de nouveaux problèmes, puisque les plateformes annoncent déjà, et en particulier ici Meta, ex-Facebook, être en capacité de dénoncer des groupes de mercenaires cyber qui demain seront vraisemblablement des entités organisées officielles d'intervention cyber étatique. Donc après les dénonciations vues en 2020 par Graphica Report, peut-être que la France se retrouvera épinglée ici sur une opération de lutte informationnelle offensive. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, en conclusion, restez attentifs puisque 2022 va être une très grosse année sur ces sujets cyber. Donc on aura l'occasion d'en reparler encore. Le géopolitique sera présent au cybercrime, au Panocrime 2022.